Et je vais commencer tout de suite par cette question sur la caisse publique. On a bien compris, et ça a été clarifié. Un petit tour de table, en commençant par vous, monsieur Hélène. La caisse publique telle que présentée par Pierre-Louis tout à l'heure, vous adhérez, ça vous semble prometteur? Même question pour tout le monde. Alors, moi j'attends le résultat des expertises, c'est plus sage de le savoir. Je suis totalement défavorable à la caisse unique qui s'était évacuée, donc c'est une bonne nouvelle. La caisse publique, en compétition avec les autres, ne m'a jamais gêné sur ce principe. J'ai compris, mais peut-être que je n'ai pas très bien compris, que c'était en réalité une caisse publique, pas unique, adossée à un réseau de soins. Donc en réalité, c'est la version publique de la caisse Viva. J'attends de voir. Moi, j'ai le sentiment que finalement, si c'est pour faire ce que d'autres font déjà, peut-être on devrait se consacrer avec. Peut-être mieux. Peut-être mieux. Moi, j'observe que souvent le salaire moyen est plus élevé, le taux d'absentéisme est plus élevé, le temps de travail est plus faible. Donc, j'ai doute sur la gestion plus efficiente. Vous attendez, mais il y en a que je vous présente dans quelques mots. Donc, les financeurs publics, donc en concurrence avec les autres, et puis je pense qu'il y a ces doutes que vous mentionnez. Il faudra au moins que dans ce nouveau système, il y ait la possibilité de voter avec les pieds. Le marché des soins. Et si le rapport qualité-prix, tel que perçu par la série de l'évaluation, est meilleur, tant mieux, un succès, et puis sinon, un succès aux autres. Merci. Monsieur Bélier, vous allez répondre aussi. Oui, sur le principe d'une caisse publique, j'ai pas d'objection intellectuelle à la réflexion sur ce sujet-là, mais je vois très sincèrement pas ce que mettre une caisse publique au sein des assurances privées permettra. Effectivement, il y avait une mauvaise gestion peut-être de la caisse des médecins, mais en tout cas, c'est certain, c'est tous les autres acteurs des caisses maladie qui n'ont fait aucun cas, qui ont tout fait pour que cette caisse plante. Je ne vois pas pourquoi la caisse publique aurait un meilleur accueil. Et de l'autre côté, ce qui nous a été expliqué, en fait, c'est expliqué sur le programme de législature, c'est-à-dire le fait de prendre avec soi toutes les personnes qui sont subventionnées comme premier pilier en fait, de cette caisse unique, ça me paraît partir d'un très mauvais pied, parce qu'on est sur la contrainte, on n'est pas sur le libre choix, et à mon sens, c'est pas ce qui garantira le succès du développement. Je ne sais pas si la contrainte, peut-être qu'on va préciser le soin, mais on continue notre tour de table. Oui, merci. Donc, c'est bien puisque ça nous a apporté beaucoup d'éléments, que les questions qui ont été posées, les différents aspects qui ont été posés permettent de mieux comprendre. Il reste néanmoins que la réflexion, bien sûr, elle semble intéressante et personne n'a envie de s'économiser la réflexion de savoir comment mieux faire dans ce système de santé. En revanche, ce que je retiens, c'est clairement cette question de plusieurs casquettes. Comment est-ce qu'on gère quand on est un canton, qu'on est un gouvernement cantonal, plusieurs casquettes de ce type-là, même si on a entendu qu'on voulait simplement prendre en charge et pas décider à la place des autres, simplement coordonner. On voit déjà la difficulté dans l'explication, ça a été déjà un petit peu sous-entendu par M. Baudet. Et puis un deuxième point qui est important, on sait que pour l'instant, et on a parlé des subventions, des assurances maladie et puis des subsides d'assurance maladie. J'aimerais bien être sûr avant qu'on se lance dans ce genre de démarche. Est-ce qu'on va en contrepartie changer le système des subventions, des subsides d'assurance maladie? Est-ce qu'on va changer le système par rapport à ce que ça représente au niveau social, parce que c'est pas qu'une question de santé, et ça, j'aimerais bien que ce soit réglé avant qu'on se lance dans un projet pilote. Merci pour vos commentaires. Monsieur Gaudin, que vous dites-vous de cette Merci, bonsoir, mesdames, messieurs. D'abord, bravo à M. Baudet de faire quelque chose. Je pense qu'il faut le saluer, même si je garde quelques réticences, mais je lui souhaite un succès. Tout le monde souhaiterait qu'il réussisse dans sa démarche et que ce soit un exemple pour le reste du pays. J'ai quelques doutes. Pourquoi? Parce que pour que ça fonctionne, il faut évidemment que cette caisse ait un nombre suffisant d'assurés et que la population assurée comporte suffisamment de bons risques pour compenser les mauvais. Alors, on va commencer avec une caisse qui va s'ouvrir avec des primes qui vont être contrôlées par l'OFSP, qui ne laissera pas évidemment partir avec des primes trop basses par rapport aux autres caisses. Vous serez peut-être juste un peu en dessous parce que vous aurez démontré que vous avez un réseau de soins sur lequel vous vous appuyez qui va vous permettre de réduire les coûts et d'améliorer la santé des patients. Néanmoins,
après une année, d'abord, les premiers qui vont arriver sont généralement, on le voit, ceux qui changent de caisse, sont ceux qui sont en bonne santé. Les gens qui reçoivent plus qu'ils ne payent, généralement, sont prudents. Ils restent où ils sont et ils observent avant de changer de caisse. D'autant plus qu'ils ont souvent, ce sont les personnes qui souvent coûtent le plus cher parce qu'elles ont plus de 50 ans, elles ont aussi une assurance complémentaire, elles n'ont pas envie d'avoir la base quelque part, la complémentaire ailleurs. Donc vous allez commencer avec des bons risques qui vont évidemment vous encourager et vous permettre d'avoir des bonnes primes. Donc l'année suivante, vos primes vont être bien plus basses que les autres caisses qui, elles, auront gardé les mauvais risques, qui ne seront pas venus vers vous et qui devront augmenter leurs primes. Donc la différence entre vos primes et les autres caisses vont être importante et vous allez cette fois-là déclencher le départ des mauvais risques des autres caisses vers votre caisse. Voilà. Et là, vous aurez vos primes qui vont exploser. Et là, tout le monde rigolera en disant, vous voyez, quand l'État veut faire quelque chose, c'est la catastrophe. Alors, j'espère avoir tort, mais enfin, c'est le scénario que je vois. Vous voyez, ce que disait M. Maillard, et il avait assez raison, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre le dauphin dans le bassin des requins. Si vous devez jouer avec les mêmes règles que l'ensemble des autres caisses, malheureusement, vous allez être minoritaire. M. Cushing est parti, c'est dommage. Voilà. Donc, c'est pour ça que la caisse publique fonctionne si elle est unique. Je sais que ça va faire hurler les gens, mais si elle est unique, elle a au moins un bassin de population suffisant pour pouvoir, aplanir les risques sur l'ensemble de la population, alors que là, comme la possibilité de changer de caisse restera un droit fixé dans la laval, vous n'allez récupérer que ceux qui veulent vraiment venir vers vous. Merci. Et comme vous êtes encore 5 minutes avec nous, je vous tends un micro, que j'aimerais relayer au moins deux préoccupations. Est-ce que vous avez un plan de clientèle captive, finalement, avec toutes ces personnes qui sont au sud, est-ce qu'elles vont être obligées de venir dans cette caisse? Je ne sais pas si c'est ce que vous doutez. Et puis, il y a ce jeu des primes qu'on peut déjà anticiper dans les scénarios les plus négatifs. Comment vous les percevez? Sur la première question, j'ai répondu tout à l'heure, me semble-t-il, que je ne vais pas faire un jeu pour répéter la réponse. On ne peut pas aujourd'hui capturer cette clientèle à teneur du système actuel. Sur la deuxième question et les scénarios, on est en train de modéliser. Je ne partage pas forcément l'appréciation de M. Poggia sur les bons et les mauvais risques. D'abord parce que dans les modèles qu'on essaie de développer, en réalité, ça n'est pas si inintéressant que ça d'attirer des, entre guillemets, mauvais risques. Encore faut-il savoir de quoi l'on parle. Des gens qui, par tout ce que les intervenants ont exprimé ce soir en termes d'optimisation du système, représentent à assez brève échéance une possibilité de faire la démonstration des économies substantielles par la coordination, par la diminution de la surmédicalisation, par une intervention plus planifiée, permettrait de diminuer en coûts globaux. Donc avoir une patientèle, entre guillemets, de mauvais risques relativement importante, ça peut représenter pour une caisse publique, qui est celle que l'on souhaite promouvoir, un bel enjeu à brève échéance. Et là, je rejoins M. Poggia sur ce point-là, il faut faire la démonstration rapide d'une montée en puissance, sinon on a un problème de masse critique, mais de capacité de mieux maîtriser les coûts. Le deuxième élément, là où je ne rejoins pas totalement, et les statistiques montrent que la situation évolue, c'est qu'on a quand même de plus en plus de gens qui changent de caisse. C'était l'aspiration du système il y a 30 ans, ça se concrétise maintenant, c'est pas naturel. Pour les Suisses, combien d'années les Suisses ont gardé leur abonnement Swisscom avant de se dire qu'il faut peut-être changer? Combien d'années les Suissesses et les Suisses gardent leur assurance maladie? Il y a de plus en plus de personnes qui découplent la complémentaire de l'assurance de base. Il y a de moins en moins de complémentaires, pour être honnête aussi, parce que année après année, les primes qui augmentent fait qu'on rogne sur les complémentaires. Et donc, je pense que là, le système est en train de faire la démonstration de ses limites aussi sur les coûts administratifs générés par le changement de caisse. Donc, cette tendance-là, il n'est pas sûr qu'elle se vérifie. Maintenant, ça fait partie de tous les scénarios. Et j'entends ici du scepticisme ou un regard bienveillant qui me réjouit de faire la démonstration avec beaucoup d'experts de ce qui est possible d'envisager. Merci, Cyril. Je vous abandonne. Bonne soirée. Merci beaucoup de votre présence. Ce que je trouve intéressant dans la réflexion, c'est finalement que le modèle de base pourrait ne plus être le modèle de base actuel. Et en réalité, d'avoir un modèle de base avec des options, au lieu d'avoir un modèle toute option, avec des avantages si on renonce à un certain nombre d'options. Pas sur le catalogue, je m'exprime très clairement là-dessus. Pas sur la qualité des soins, mais sur un certain nombre de libertés qui sont accordées. Je prends un exemple très concret. Bon, sans aller jusqu'aux adoptions complet, mais
le médecin de famille. La priorité du médecin de famille est dans un système qui coûte moins cher et qui n'a aucun impact négatif sur la santé. C'est plus d'un tiers des assurés qui Et c'est plus d'un, ouais, je pense que c'est sur un tiers d'assurés. Je veux dire, pourquoi la prime de base, c'est pas celle avec le médecin de famille? Celui qui ne veut pas, il explique, mais il paye l'option. Elle n'est pas subventionnée. Elle n'est pas comptée comme prime d'assurance maladie de base. Je crois que c'est à cela qu'on va devoir s'acheminer, parce que précisément, s'il est normal d'être égaux devant les soins, s'il est normal pouvoir avoir un accès, une rapidité qui est identique, je pense que la liberté n'est pas forcément quelque chose qui doit être mentionné. Merci. On va passer à quelques autres thèmes et puis vous aurez la possibilité de poser vos questions directement à nos panélistes. Madame Buffet-Défé, on a évoqué plusieurs fois les cantons, le conflit d'intérêts dans lequel les cantons se trouvent. Vous trouvez qu'on a forcé le trait, effectivement il y a un vrai problème et qu'on n'arrive pas à résoudre? Je pense que, ouais, sûrement que le trait a été forcé, hein, puisqu'il y avait peu de temps pour les intervenants et qu'il fallait aller à l'essentiel. Les choses vraies, hein. Mais, c'est arrivé. bien sûr, c'est pour ça. Je dis que le trait a sûrement été forcé, mais que la base reste tout à fait réaliste. On sait que les cantons ont, les différents rôles ont été rappelés, c'est très important. On voit que se rajouter une nouvelle tâche en étant projet pilote ou laboratoire, pour reprendre le terme qui a été utilisé tout à l'heure, ça relève aussi un peu d'un coup de poker, et on se demande si forcément un canton doit se lancer en premier, surtout dans le contexte aussi national. On sait qu'une initiative a un point qui est au bout de son nez pour essayer de faire voter la population sur la question des caisses publiques. Je trouve assez curieux ou quoi que ce soit de se lancer d'abord et quitte à devoir découdre ou remettre une vache au métier, alors que Genève se sera lancé tout seul, presque en ligne galerie, j'ai envie de dire, et qu'ensuite on aura cette possibilité peut-être qui se jouera au niveau national. Donc je pense qu'on va peut-être aussi un peu la charrue avant les bœufs. Et monsieur Blazy, sur ce point, ces conflits d'intérêts qui sont dans tous les cantons, hein, et puis on voit aussi la gestion financière, elle est peut-être moins bonne en Suisse romande, on dépense plus aussi sur la santé en Suisse romande que dans les cantons alémaniques. Est-ce que c'est le résultat de ces conflits d'intérêts et pourquoi on n'arrive pas à les résoudre? Je pense que sur la question des liens d'intérêt, il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, quand c'est le représentant des caisses maladies qui vient vous parler des liens d'intérêt du canton, ça serait intéressant de savoir comment il évalue le lien d'intérêt des parlementaires qui intègrent dans ces conseils d'administration et qui siègent à la commission de la santé. Je veux dire, ça, c'est un vrai problème du conflit d'intérêt. Et j'entends beaucoup. Ça, c'est du lobbyisme, mais c'est pas un conflit l'ensemble des cantons. Alors, à la fois, quand c'est des décisions de prix des prestations, des hôpitaux. Quand vous êtes président du conseil d'administration de Visana, dont vous parlez aussi tout à l'heure, qui est payé 160 000 francs par le conseil d'administration de Visana pour être son président, et qu'ensuite il va défendre des projets qui étaient 80 000 francs à peu près par le conseil national, à qui va sa loyauté? Est-ce que c'est à celui qui le paye plus? Est-ce qu'il ne devrait pas lui pas être payé par les deux? Je pense que la population est très claire, il y en a ras-le-bol de ces politiciens qui s'engagent dans la commission de la santé et qui en même temps ont siégé dans des conseils d'administration. Si on parle de conflit d'intérêt, le plus crasse, c'est celui-là. Et tant qu'on n'a pas réglé celui-là, les autres conflits d'intérêt, je dois l'avouer, dérangent. On a un frère dans les cantons. Le plus grand lobby, on a compris à Berne, monsieur le. Oui, et donc peut-être je peux vous dire qu'au Conseil des États, c'est vrai que je suis là pour défendre les cantons, mais encore une fois, le canton, qui défend-on lorsqu'on défend le canton? J'ai été à la tête de la santé pendant 10 ans, et c'est vrai qu'on est un peu entre deux chaises, parce qu'à un moment donné, on augmente les tarifs. Suisse DRG, par exemple, pour l'hospitalisation, encore faut-il que les assureurs l'acceptent, puisqu'ils peuvent recouvrir. Admettons que le tarif est plus élevé. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire augmenter les prix de l'assurance de base. Et donc, il va falloir augmenter les subsides d'assurance maladie. D'un autre côté, on met le tarif plus bas, donc on essaye de soulager les assurés. Alors, on va charger les contribuables, puisqu'on va devoir subventionner l'hôpital qui ne va pas avoir suffisamment de rentrées. Donc, au moins, je dirais, quand on représente le canton, on a une légitimité démocratique, on a été élu. Hein, donc, les assureurs disent, mais laissez-nous régler ça, on va le faire mieux. Aucune légitimité démocratique, et si on n'est pas content, on ne peut pas les tirer si on passe l'éducation. Parce qu'un chef de département, on peut aussi lui demander d'aller faire autre chose. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, je n'appellerais pas ça un conflit d'intérêts. Il y a une évaluation, une mise en balance, je dirais, d'intérêts qui peuvent être contradictoires,
sans cesse, on est en train de se dire, est-ce qu'on va faire payer l'assuré ou est-ce qu'on va faire payer le contribuable? Mais est-ce que c'est sensibiliser un peu ça? Parce que Sachant que tout le monde est assuré, mais pas tout le monde est contribuable à l'assuré. non, Donc il y a un tiers de personnes qui ne payent pas d'impôts. c'est certain, mais si on prend le cas de la planification hospitalière, quand le canton la fixe, il peut décider de mettre plus ou moins les concurrences. C'est une chose. Les concurrences sur les fonds d'efficience et de. Vous avez raison. Jusqu'en 2012, je disais que tout allait très bien. Vous aviez une assurance complémentaire, vous étiez hospitalisé, vous choisissiez votre médecin, vous alliez en clinique privée. Il n'y avait pas de problème. Vous n'aviez pas d'assurance complémentaire, vous alliez classe commune à l'hôpital, vous étiez très bien soigné aussi, il n'y avait pas de scandale sanitaire. En plus, on disait c'est les médecines à deux vitesses et les pauvres meurent à l'hôpital alors que les riches vont se faire soigner dans les villes. Non, en 2012, le Parlement a décidé qu'il fallait mettre de la concurrence dans tout ça. C'est grand mot quand on dit concurrence, on dit ça va arriver d'où? On a mis de la concurrence, on a dit non, le canton doit payer partout où vont les assurés, puisqu'en fait un assuré complémentaire est aussi un assuré laval. Alors c'est logique au niveau du raisonnement. Donc ça veut dire qu'on a dit au canton, quand un privé va se faire opérer en clinique privée, maintenant la clinique va vous envoyer à mon canton la part cantonale. La même chose que lorsqu'il va à l'hôpital public. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des millions sans aucune qualité supplémentaire pour les patients, puisqu'ils allaient de toute façon, ceux qui avaient l'assurance privée, dans une clinique privée. Donc on a grevé la charge publique et on a diminué les factures pour les assurances complémentaires qui ont pu, eux, faire des bénéfices, contrairement à l'AOS, l'assurance obligatoire des soins. Donc, par ce système, cette idée géniale, et certains, évidemment, un agenda caché que les autres n'ont pas vu, eh bien, on a chargé les finances publiques pour permettre à l'économie privée de dégager des bénéfices. Donc, on nous a obligés à mettre dans la planification hospitalière cantonale des cliniques privées. Donc, on nous dit, ben, maintenant, vous voyez, vous avez tous les pouvoirs. Mais on nous a obligés à faire des sélections avec les recours que l'on sait, souvent justifiés, qui aboutissent, parce que le tribunal administratif fédéral, on a essayé de sauver les meubles. D'abord en mettant des enveloppes maximales par clinique privée, avec évidemment des pôles de spécialité reconnus pour certains hôpitaux. Ensuite, vous allez dire non, il ne faut pas limiter avec l'enveloppe privée. Donc on a fait le 1 pour 2, pour pas évidemment qu'on prenne que des assurés privés en clinique privée, en faisant payer la part cantonale. On a dit, si vous voulez faire le job et soulager les HUG, il faut aussi que vous preniez des assurés qui n'ont que la malle. Donc, on vous paye pour un assuré privé si vous prenez un assuré laval. Pour l'instant, ça tient. Mais combien de temps ça va tenir? Jusqu'à quand il y aura une nouvelle initiative au niveau fédéral, on nous obligera encore à mettre des dizaines de millions sans aucune plus-value pour la santé de la population. Merci. On prend vos questions tout de suite. On a une dernière rapide pour vous tous. Plusieurs fois, il a été dit qu'on ne pourrait jamais baisser les coûts de la santé, c'est impossible. Est-ce que vraiment, on doit donc les prix ne pourraient jamais baisser du tout? Est-ce que c'est vraiment impossible? C'est des années, on fait un petit tour. On peut vraiment être si pessimiste. Si la question est qu'on va baisser les coûts militaires, je suis assez sceptique. En revanche, il y a des immenses gains possibles au niveau des volumes. Parce que je pense qu'il y a un gaspillage assez important. Un gaspillage qui est volontaire ou involontaire d'ailleurs, mais qui est très très mal géré. Donc c'est possible. Et donc, cette diminution du coût global est effectivement possible. Jérôme Mazandet. J'essaie d'apporter ce point une différente réponse, mais peut-être élevé. Moi, je pense que ça va quand même continuer d'augmenter. On peut maîtriser les mécanismes de modèle. On pourra peut-être mieux maîtriser l'augmentation des coûts. Ce que j'aimerais dire dans cette discussion, on a tous parlé, et moi y compris, pourquoi c'est important d'avoir des préventions. J'aimerais juste faire attention qu'on ne prenne pas l'habitude de dire la prévention fera baisser les coûts. Je pense d'abord que personne, soit vous, moi, ou comme société, on a l'idée de faire la prévention pour baisser les coûts. Si on veut faire de la prévention, c'est parce que moi j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de courir, j'ai envie de voir peut-être mes enfants grandir, etc. Donc il faut montrer l'avantage de la prévention. Deuxièmement, à mon avis, il n'y a pas d'analyse qui montre que la prévention fera baisser les coûts. On peut montrer que certaines maladies chroniques, grâce à la prévention, on réduit les risques. Et pour marquer le trait, on pourrait marquer le trait. Si avec ça m'évite de faire un AVC à 50 ans, peut-être je pourrais développer un cancer de la prostate à 60 ans. On va aussi soigner, je pourrais développer une démence à 85 ans. Et donc, au niveau personnel, j'aurais vécu 40 ans de plus, tant mieux, mais ces coûts, ce seront ambitieux. Donc faisons très attention, pas vendre simplement de la prévention comme un moyen de baisser les coûts, mais c'est un moyen d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Thomas Messi.
C'est unique. Sur les coûts de la santé, dans tous les pays industrialisés, chaque année, l'augmentation elle est 2 à 3%. Donc il serait illusoire de croire qu'on fait beaucoup mieux. On voit qu'on fait un petit peu moins bien, mais sur le cas 3,7, je crois. Et ça, c'est les augmentations du coût de la santé. Par contre, ce qui est insupportable, c'est que quand vous avez 2% d'augmentation de la coût de la santé, vous avez 4% d'augmentation de prix. C'est 5%, c'est 10%. Et ce mécanisme-là, c'est justement le projet qu'on va voter en novembre, donc EFAS, qui avec un financement uniforme s'attelle à le résoudre, ce problème. Maintenant, par rapport aux baisses du coût de la santé, il y a un certain nombre de choses qui sont assez extravagantes dans le système de la santé et qu'il est bon de savoir. Tout le monde dit que le coût des médicaments est très élevé en Suisse. C'est exact, c'est vrai. Le coût des médicaments est 54% le plus élevé en moyenne et certains génériques peuvent aller à 150 à 200%. Mais ce qu'on ne sait pas, en tout cas ce qui est peu connu, c'est qu'en fait, pour pouvoir facturer aux caisses maladie, les pharmaciens doivent reverser 2,5% de tout ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 1,6 milliard qui ont été versés par les pharmaciens dans les 20 dernières années aux caisses maladie dans le but de diminuer vos prix. Or, l'OFSP, qui a contacté suite à un texte qui a été déposé sur ce sujet, explique bien qu'ils n'ont aucune possibilité de contrôle, puisqu'en fait, les assurances leur donnent que des paquets agrégés et que ces rétrocessions n'apparaissent pas. Et on a pu confirmer et établir que sur ce milliard 600 millions, 350 millions étaient manquants, n'avaient pas été au bon endroit et avaient fini dans les caisses maladie, dans les poches des caisses maladie. On sait également que ce milliard 600 millions, on ne sait absolument pas comment les utiliser. Pour faire plus court, vous avez ces mêmes rétrocessions pour l'industrie pharmaceutique qui va payer en fait les caisses maladie pour pouvoir maintenir son prix élevé, pour pouvoir assurer une rentabilité maximum sur les exportations. C'est-à-dire que le prix élevé en Suisse garantit des bonnes exportations de notre industrie et ça représente 40% de nos exportations. Ces rétrocessions devraient faire que pour l'assurer, le prix élevé des médicaments en Suisse n'a aucune influence puisqu'en fait, il serait rétroversé par l'industrie. Ce système-là, il représente à peu près 80 milliards d'argent parallèle qui circulent depuis 20 ans et il n'est contrôlé par absolument personne et il n'a qu'une seule destination, c'est le prix d'assurance maladie. C'est pour ça qu'on a déposé un texte qui a le soutien du Conseil fédéral pour obtenir des réponses. Et avant de modifier le système, ce serait bien de ne pas laisser Tony partir avec la caisse. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que pour vous aussi, c'est impossible de réduire les coûts du prix? Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'en tant que politicienne, évidemment, je vais dire qu'on va tout faire pour baisser les coûts et tout le monde veut y croire et il n'y a aucune raison de baisser les bras. Pour ne pas répéter ce qui a été dit et pas en tout cas ce qu'il a dit avec autant d'aplomb par M. Bézi, je pense qu'au niveau de la prévention, et j'ai axé sur la jeunesse, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose qu'on n'a pas abordé ce soir. Je prends ma casquette aussi d'enseignante qui travaille avec des jeunes. Je pense que la prévention a effectivement un rôle central à jouer et qu'on pourra, en tout cas dans cette tranche d'âge où on considère qu'on est un bon risque, qu'on a peu de risques de développer des maladies, on peut inverser la tendance par la prévention et aussi par des bonnes incitations qui amèneraient à savoir et à se rendre compte qu'à chaque fois qu'on va consulter, eh bien, ça a des coûts sur le système global et donc tout ça, bout à bout, doit conduire à prendre des bonnes habitudes et aussi, exactement, utiliser donc, les soins à bon escient et aussi axer sur la prévention pour ne pas avoir déjà des maladies qu'on peut éviter quand on est jeune par l'activité physique, par les consommations de bonne alimentation, etc. Et j'en passe des meilleurs, mais je pense qu'il faut aussi beaucoup axer sur la jeunesse qui, à mon avis, a été un petit peu mise de côté, alors que c'est évidemment c'est les futures personnes qui seront touchées par plus de maladies. Merci, Marc. C'est vraiment quelques mots comme ça on peut prendre des questions avant que... Moi, je dirais simplement que rien n'est plus facile à contrôler que la quantité, rien n'est plus difficile à contrôler que la qualité. Même les indicateurs de qualité, c'est compliqué. On sait que la mauvaise qualité coûte très cher. Aujourd'hui, et on l'a dit, un médecin qui multiplie des actes inutiles est mieux payé qu'un médecin qui n'en fait qu'un et debout. Donc c'est absurde. Donc il faudrait évidemment avoir des forfaits par affection médicale et aux médecins de se débrouiller avec ce forfait. Et celui qui veut faire combien de réseaux, tant pis pour lui. Mais ce système n'est pas non plus parfait parce que vous allez avoir le patient qui n'est pas l'égal de l'autre patient, qui aura peut-être besoin de plus d'intervention qu'un autre. Donc il faudra faire des concessions. Est-ce qu'on est prêt à limiter quelque part notre appétit de soins lorsqu'on a une problématique, parce que le profiteur, c'est toujours l'autre, hein, c'est jamais nous. Parce que quand on a un problème, on n'est pas un profiteur, on nous donne exactement ce qu'il faut pour nos besoins. Mais donc voilà, il va falloir accepter évidemment de faire des concessions, non pas pour réduire les coûts,
mais pour éviter leur augmentation. Et toute l'autre question, on en a parlé aussi, c'est la question du financement, parce qu'on voit aujourd'hui, faute de pouvoir maîtriser les coûts, on essaie de maîtriser les primes, en basculant la charge de certains soins de l'assuré vers le contribuable. Ça a un effet, mais ça n'a un effet qu'indirect, parce que finalement, on vient à corriger ce système des primes par tête au lieu des primes aux revenus, puisque les contribuables, évidemment, qui ont plus de revenus payent plus d'impôts, et donc ils contribuent indirectement à ce que l'assurance maladie ne paye pas. Donc le financement pour les soins de longue durée qui sont plus liés à l'âge qu'à la maladie, eh bien, c'est une problématique, parce que la solidarité entre jeunes et âgés et en bien portant et malades a aussi ses limites, et je ne suis pas certain que les jeunes vont continuer à supporter ces limites. Merci, M. Poggia. Je prends quelques questions avant de s'arrêter. C'est le moment. Voilà, monsieur, je voulais vous présenter. Questions. Parlez bien fort, parce qu'on vous entend. Jean-Christophe Delphine, je suis économiste, statisticien, docteur en finance et membre de direction du DC Genève. Je me demandais, après avoir parlé de beaucoup d'inepties et de gadgets comme la caisse publique et puis les partenariats publics-privés qui sont voués finalement à décevant ou à l'échec, pourquoi pas se concentrer plutôt sur des choses plus simples? Le fait de faire appeler la nécessité de la prévention chez les jeunes et aussi le changement de mentalité, notamment pour éviter ce qu'on appelle la bobologie. Il y a la question, on a parlé avant, de la bureaucratie, comment la contrôler, et aussi le recours, je pense, à la technologie qui peut aider à baisser les coûts. Compenser le coût, que proposer par rapport à ça? Merci, qui veut se lancer la bobologie, ça. C'est vrai qu'on a dit qu'en Suisse romande, on consomme beaucoup plus, c'est quoi? Peut-être oui, sur la question de la bobologie chez les jeunes, en tous les cas, c'est ce que je peux estimer, mais je n'ai pas de statistiques là-dessus. Effectivement, on a un système dans lequel on accompagne, et c'est heureux, très largement les jeunes dans leur formation, dans leur bien-être, des questions qui étaient totalement évacuées, ou presque totalement évacuées par le passé, et peut-être que le curseur est allé un petit peu trop loin dans l'autre sens. C'est ma vision des choses, et je pense que c'est comme ça dans d'autres domaines, mais que, en tout cas, les jeunes ont pris une forme d'habitude, et peut-être c'est dû inconsciemment, ça a été évoqué tout à l'heure par vous, Monsieur Poggia, de savoir la jeunesse qui, d'une manière ou d'une autre, porte aussi pour les autres classes d'âge qui sont davantage malades, se dit, tiens, pourquoi pas profiter, pas forcément négativement, volontairement, mais du système pour être soigné régulièrement et puis garder peut-être la santé. Et je crois qu'on est maintenant dans une confusion entre bobologie et excès de prévention, et je pense qu'il faudra trouver le juste milieu. Quelqu'un souhaite ajouter un mot? Oui, juste pour la prévention, préciser que c'est quand même quelque chose qui est absolument indispensable. On a eu véritablement une amélioration énorme au niveau de la prise en charge avec le test de dépistage du côlon. Ça, c'est une grosse amélioration. Ce n'est pas forcément un examen super facile, se voir pour ses 50 ans la lettre et puis allez, vous avez un super examen à faire. Mais en attendant, l'effet du côlon, c'est pas très problématique. Et si ça tourne mal, ça c'est très important. Et ce message-là, pour le rappeler, malgré tout, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas. On a encore des cantons qui ne font pas de prévention sur le cancer du sein, ce qui est quand même aussi une opération absolue. Donc je crois qu'au niveau de la prévention, il y a effectivement beaucoup à faire pour dégager des économies, mais ça sera au départ un investissement, ça c'est clair. Et puis sur la bobologie, je crois qu'il y a eu un transfert des charges qui s'est fait en fait des cabinets médicaux et une partie des urgences vers les pharmacies. Typiquement, vous n'avez plus d'infirmières scolaires pour les écoles, ou une qui tourne pour 6 écoles. Donc, vous avez une école à côté de votre pharmacie, vous avez en tout cas 2 ou 3 cas par jour de boss, de boulets, de choses que vous pouvez envoyer à l'hôpital ou pas envoyer à l'hôpital. Et donc le travail de tri des pharmacies le font depuis belle lurette, continue de le faire, et c'est quelque chose qui est totalement gratuit puisqu'il n'est pas facturé, comme à peu près le 50% des prestations qui sont livrées par les pharmacies qui ne sont pas facturables. C'est pour ça que les pharmaciens représentent 2% des coûts de la santé et 3% de vos primes AOS. Le médicament, c'est 22%, mais les pharmaciens, pour délivrer tous les médicaments dans toute la Suisse, c'est 3%. Les caisses maladies, pour vous envoyer les factures, c'est 5,5%. Merci. On prend juste une dernière question dans la salle. Oui, merci, Michel. On a compris que, finalement, dans ce CEDAC, la caisse publique n'a pas beaucoup, pas très reluisant. Par contre, est-ce que vous ne pensez pas que la puissance de l'État et le canton devraient beaucoup plus intervenir dans le cadre de la première ligne médicale? Jérôme Comzandel nous a dit que le canton devait être garant de l'accessibilité aux soins et de la planification ambulatoire.
On voit aujourd'hui qu'on a un gros problème par l'effondrement de la première ligne médicale, qu'on a un problème d'accessibilité, qu'on a un recours aux urgences, qu'on a des hospitalisations qui sont peu, sont pas toujours accessibles. Est-ce que le canton ne devrait pas avoir plus de poids dans l'organisation de cette première ligne médicale et de la médecine de premier recours? Merci. Peut-être M. Foggia pour prendre cette question. Oui, je ne suis pas resté assez longtemps que M. Baudet l'a fait. Je pense qu'effectivement, la clause du besoin dont on a parlé ne s'appliquait évidemment pas aux médecins de premier recours. Il était clair qu'il n'était pas question d'empêcher les médecins de premier recours de s'installer, mais peut-être que dans 50 ans, on aurait trop de médecins de premier recours. Je le souhaite qu'on puisse effectivement leur dire faites des spécialisations. Mais pour l'instant, on se rend compte que la densité médicale de spécialistes à Genève est la plus élevée de Suisse, comme pas mal d'ailleurs. C'est pas étonnant que ce soit les deux cantons qui aient les coûts de la santé, les prix les plus élevés. Donc oui, je pense qu'il faudrait se demander. D'abord, c'est une question large, parce qu'il faut d'abord avoir cette première ligne. On ne peut pas désigner les fonctionnaires pour recevoir les patients. Il faut avoir des médecins de premier recours qui sont, le cas échéant, aidés, subventionnés s'il le faut, pour sortir de leur cadre horaire habituel, pour pouvoir offrir des heures de garde. C'est le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas, certains l'ont fait spontanément. À Genève, les pédiatres l'ont fait par exemple, ils ont mis en place une garde pédiatrique pour soulager les urgences. C'est le gros problème de nos urgences, c'est que les gens n'ont plus de médecin traitant. Donc quand ils ont un problème, ils vont aux urgences. Donc il faut effectivement que le canton investisse là dans cette première ligne, mais il faut avoir ces médecins. Et le problème aujourd'hui, la clause du besoin permet de régler le robinet, mais le tuyau qui part du robinet, il faut encore le mettre pour arroser là où on a besoin. Et Genève n'est pas seule, on forme avec Lausanne pour l'ensemble de la Romandie. Il faudrait pouvoir aller arroser aussi dans des cantons qui aujourd'hui sont obligés de participer à la formation des médecins qui viennent de leur canton au CHUV ou au HUG. Et en aval, si j'ose dire, au niveau de l'université, puis ensuite de la formation postgraduée, il faut évidemment faire en sorte de rendre plus attractive la médecine de premier recours. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'un spécialiste gagne un multiple de ce que gagne un généraliste, j'entends dans l'idée des gens, un généraliste, c'est celui qui n'a pas réussi à faire des études plus longues. C'est une absurdité. Il faut avoir une vision de la médecine et du corps un peu plus large pour être spécialiste que travailler sur un jour toute la journée. Merci, on peut dépasser le temps qui nous était imparti, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Cyril Allais, Thomas Brésil, Jérôme Poisson-Létardon et Manon Poitiers en participation à la table ronde, on peut les applaudir.